bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, elle peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie. Bonjour chers auditeurs du podcast communiste révolutionnaire. Cette semaine, nous écoutons une présentation donnée par Benoît Tanguay sur la nature de l'impérialisme, un sujet qui tombe à point alors que chaque jour on voit les horreurs qui l'entraînent avec le génocide à Gaza et ses autres guerres. Bonne écoute camarades. Il y a une explosion de conflits, de guerres impérialistes, de guerres commerciales. Les tensions mondiales augmentent avec, tu as mentionné l'Ukraine, Gaza. On peut parler aussi du conflit autour de Taïwan. C'est vraiment l'époque qui est propice à discuter de l'impérialisme pour essayer de comprendre ce qui se passe, comprendre les événements. Et j'en ai nommé quelques-unes, mais il y a plein d'autres petites guerres et frictions entre pays. La guerre civile au Soudan, le conflit autour du Nagorno-Karabakh. Il y a des tensions qui augmentent entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Même au Kosovo, ça recommence. Bref, il faut comprendre la situation, puis il faut comprendre les racines de cette situation-là, qui se trouvent dans l'économie, en fait. Et donc, le phénomène qui se trouve à la base de tout ça, c'est celui de l'impérialisme. Je propose de faire quand même une plongée dans ce sujet qui est avant tout un sujet économique. Donc, l'impérialisme, ce n'est pas une idée ou un concept nouveau. Il y a eu plein d'empires à travers l'histoire, bien avant le capitalisme. Jusque dans l'Antiquité, on peut penser bien sûr à l'Empire romain ou à l'Empire russe. Ces empires-là avaient une tendance à l'expansion, à la conquête, au pillage, à l'asservissement de colonies. Mais quand on parle d'impérialisme aujourd'hui, on ne parle pas simplement de conquête ou de tendance à la conquête. L'impérialisme moderne a subi une transformation. La conquête, c'est juste une forme ou une expression de l'impérialisme, mais la force motrice, la source économique qui explique l'impérialisme moderne, ce n'est pas la même que celle qui explique l'impérialisme romain, par exemple, ou dans le cas de l'impérialisme romain, c'était le besoin d'esclaves et de nouvelles terres. Alors que c'est ça, l'impérialisme moderne, c'est bien différent. Donc, c'est au 20e siècle que l'impérialisme, que Lénine appelait le stade suprême du capitalisme, c'est là qu'il atteint sa forme complète avec le pic de la colonisation, puis la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a plusieurs auteurs déjà au début du 20e siècle qui vont écrire sur le sujet. Il va y avoir Bukharin en 1915. Il va y avoir d'autres auteurs comme Hobson, qui est un libéral anglais, ou le marxiste réformiste Hilferding, qui va écrire un livre sur le sujet un peu avant l'impérialisme de Lénine. Mais c'est vraiment Lénine qui va en donner la meilleure explication avec c'est ça, son livre « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme », qui est écrit en 1916. Et donc, il écrit ce livre-là dans le contexte de la Première Guerre mondiale, alors que les internationalistes sont extrêmement isolés. Parce que la Deuxième Internationale, l'Internationale socialiste, avait trahi la classe ouvrière en appuyant la guerre mondiale. Et donc, tous les partis socialistes d'Europe, à l'exception des Russes et des Serbes, s'étaient rangés derrière leur classe dirigeante dans la guerre. Et donc, c'est pour essayer de munir le mouvement révolutionnaire d'armes théoriques que Lénine entreprend d'étudier l'impérialisme pour comprendre les causes de la guerre. Et donc, il va amasser une montagne de faits, de statistiques sur l'économie mondiale. Il va lire les journaux économiques, les publications industrielles des banques, etc. Et il va se pencher, c'est ça, donc sur les deux livres que j'ai nommés, l'impérialisme du libéral anglais Hobson et le capital financier de Hilferding. Qu'est-ce qu'il va tirer de cette étude? La définition la plus courte à laquelle il va en venir, il va décrire le capitalisme comme la phase monopoliste du capitalisme. Et donc, pourquoi on parle de phase monopoliste? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qu'on va aborder maintenant. Donc, commençons par parler des monopoles. Donc, effectivement, comme Élise a dit, c'était quelque chose que Marx avait déjà vu comment la concurrence, la libre concurrence entre les entreprises allait inévitablement mener à
à la montée des monopoles, hein, alors que les entreprises plus grosses qui battent leurs compétiteurs vont être capables d'écarter les moins grosses, les moins efficaces du marché et vont les racheter par toutes sortes de stratégies, de techniques comme le dumping, les économies d'échelle, la concurrence déloyale, tout ça. Donc, bref, il va y avoir une tendance à la monopolisation sur le capitalisme. Et donc, la phase où est-ce qu'on a réellement eu de la libre concurrence, c'est relativement court dans l'histoire du capitalisme. Dès la crise économique de 1873, on voit déjà une accélération de la concentration en monopole et en cartel. Donc, les cartels, c'est quand il y a une entente entre plusieurs entreprises pour fixer les prix, pour faire de la concurrence déloyale, pour se séparer le marché. Depuis ce temps-là, la concurrence a continué de plus belle, la concentration, pardon. Donc, aujourd'hui, si on regarde, par exemple, les États-Unis, il y a des chercheurs, Kwon, Ma et Zimmerman, qui en sont venus au fait suivant. Je vais les citer. Ils disent, depuis les années 1930, la part de l'économie américaine dominée par les 1 % d'entreprises les plus importantes est passée de 70 à 90 %. Dans le même temps, la part des actifs des 0,1 % d'entreprises les plus importantes est passée de 47 à 88 %. Donc, il y a une énorme domination d'une poignée là, de 0,1 % des entreprises qui contrôlent 88 % des actifs. Donc, on a des entreprises monstres qui sont actives dans toutes sortes de domaines comme Walmart, Amazon, ExxonMobil et surtout les banques, des banques comme la JP Morgan Chase. Tout ça. Je vais revenir sur la question des banques. Bref, la concentration prévue par Marx est un fait avéré et chaque nouvelle crise économique accroît la concentration. Où est-ce que dans les crises économiques, les petits capitalistes font faillite et sont rachetés par les gros capitalistes. Et donc, on a une concentration des capitaux et surtout une concentration des capitaux au sein des banques, hein, parce que au début, les banques servaient un peu d'intermédiaire entre les paiements, mais depuis, elles ont accumulé le capital sous forme d'argent de l'ensemble des capitalistes et des petits patrons. Elles les ont accumulés dans leur coffre et aussi accumuler l'argent des travailleurs. Et les banques se servent de l'argent des autres essentiellement comme leur propre capital. Et donc, elles monopolisent presque tout l'argent de la société. Il y a aussi eu une concentration et une monopolisation des banques même. Et donc, aujourd'hui, les trois plus grosses, dans presque tous les pays de l'OCDE, donc en moyenne dans l'OCDE, en fait, les trois plus grosses banques de chaque pays possèdent en moyenne 68 % des actifs bancaires. Donc, encore une fois, une monopolisation des banques. Puis après que Lénine écrive, on a vu d'autres phénomènes, pas juste les banques, mais aussi les fonds d'investissement qui se préoccupent même plus des fonctions traditionnelles des banques, donc de faire des prêts, par exemple. Elles ne font que investir et spéculer avec l'argent d'investisseurs, donc des énormes groupes comme BlackRock, Vanguard ou Berkshire Hathaway. Et donc, les 10 plus riches sociétés sur la planète aujourd'hui sont des banques qui possèdent à elles 39 000 milliards de dollars, ce qui est à peu près l'équivalent du PIB de la Chine et des États-Unis, pris ensemble. En fait, les 49 plus grosses sociétés sur la planète sont des banques et groupes d'investissement. Et ce n'est pas juste une question de leurs actifs directs. Lénine parle de ce qu'il appelle le système des participations, dans lequel une entreprise ou une banque peut contrôler, mettons, 40 % ou 30 % des actifs, des actions d'une société, puis essentiellement avoir assez un poids assez important dans les votes pour contrôler en pratique ces sociétés-là. Donc, avec le début des monopoles bancaires vers la fin du 19e siècle, la concentration va aussi amener un autre phénomène qui est que les entreprises vont commencer donc, à placer leur argent directement dans l'industrie ou à racheter des entreprises industrielles. Et donc, ça va amener une domination des banques sur l'industrie. Il va y avoir une fusion essentiellement du capital industriel et du capital bancaire, et avec les banquiers qui siègent au conseil d'administration des grandes industries et vice-versa.
Et donc, cette fusion du capital bancaire et du capital industriel, c'est ça que les marxistes appellent le capital financier. Et il se forme donc une oligarchie financière, un petit groupe richissime qui a un contrôle monopolistique sur l'économie, avec son contrôle à la fois sur les banques et sur les industries. Et Lénine dit qu'ils vivent de la tonte des coupons, c'est-à-dire qu'ils vivent entièrement des dividendes et des revenus de leurs investissements, des intérêts sur leurs placements, tout ça. Donc, des gens complètement oisifs qui vivent sur le travail des autres. Une classe de véritables rentiers. Et donc, qu'est-ce que ça a à voir avec l'impérialisme, tout ça? Bien, c'est ça le cœur de l'impérialisme. On va voir que l'apparition du capital financier, il va se mettre à dominer tous les aspects de la société, y compris l'État. Il va y avoir une fusion du capital financier et de l'État, en fait. Où est-ce que les banquiers, les anciens banquiers ou capitalistes deviennent politiciens, fonctionnaires et vice-versa. Le capital financier domine l'État, lui impose sa volonté et l'État devient son outil. Et va s'assurer que ses intérêts sont représentés dans la politique, notamment la politique internationale des États. Et donc, comment ça s'exprime sur la scène internationale? Bien, il faut voir que la concentration des capitaux va aussi mener à une saturation en capitaux dans les pays capitalistes avancés, les premiers à arriver sur la scène du capitalisme. Il va y avoir trop de capitaux dans les pays pour ce que le pays est capable d'absorber. Autrement dit, les capitalistes trouvent de moins en moins rentable d'investir dans leur propre pays parce que quand tu as un monopole, pourquoi est-ce que tu dépenserais pour développer la production, pour rendre la production plus efficace quand tu as déjà le contrôle du marché? Pourquoi tu dépenserais davantage pour remplacer des machines, des travailleurs par des machines quand tu inondes déjà le marché de produits? Alors, les monopoles se mettent à chercher à investir leur argent à l'étranger, là où la main-d'œuvre est moins chère, où la technique est moins avancée, où les perspectives de profit sont plus élevées. Donc, en langage marxiste, on dit « cherche à investir là où la composition organique du capital est plus faible », où est-ce que les produits prennent plus de travail humain et moins de machinerie, parce que les profits sont réalisés par l'exploitation des travailleurs, pas par l'exploitation des machines. Donc, ils vont chercher à investir là où est-ce qu'il y a déjà moins d'investissement. Bref, à un moment donné, avec la concentration, on en arrive à une saturation en capitaux. Les monopoles se mettent à chercher des avenues plus profitables pour leurs investissements et ils se mettent à déborder les frontières nationales, à s'étendre à l'échelle internationale. Et donc, Lénine explique qu'une des caractéristiques de l'impérialisme, c'est l'importance que prend l'exportation des capitaux. Et donc, l'exportation des capitaux, elle prend la forme soit d'investissement en construction des usines, par exemple, en développant les ressources naturelles, les mines, les puits de pétrole, etc. Ou, d'une autre façon, c'est sous forme de crédit, donc par des prêts au gouvernement ou par des prêts à des entreprises locales, toujours à l'avantage du capital financier qui exporte, évidemment. Alors, ce qui est exporté, c'est les capitaux, mais les investissements ou les profits de ces investissements, les dividendes, les intérêts, eux, sont rapatriés dans le pays d'origine. Et donc, on voit une énorme ponction de valeur. Ils viennent sucer énormément de la valeur qui est produite dans les pays plus pauvres vers les pays plus riches. Et sur la question de l'exportation de capitaux sous forme de prêts, Lénine va affirmer que le monde s'est divisé en une poignée d'États usuriers et une vaste majorité d'États débiteurs. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Les pays pauvres sont à la merci de leurs créditeurs dans les grandes banques et les institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale. Donc, en 2021, la dette publique des pays en développement atteignait 11 500 milliards de dollars. Et pour la même année, ils ont payé 400 milliards de dollars en service de la dette, 2 fois l'argent qu'ils ont reçu en aide au développement cette année-là. Tout cet argent qui est remboursé, c'est de l'argent qui n'est pas dépensé en programmes sociaux, en infrastructures, en éducation ou en développement de la production elle-même. Et aussi, cette dette-là va servir d'arme à l'oligarchie financière pour imposer sa volonté aux pays pauvres. Les banques vont obliger les pays endettés à adopter certaines politiques
qui leur conviennent en échange de refinancement, d'extension ou de pardon sur leurs prêts, etc. Donc, ils vont demander la privatisation, des politiques d'austérité, des conditions commerciales avantageuses pour le pays prêteur, etc. Et donc, Lénine dit que c'est un système mondial d'oppression coloniale et d'étranglement financier de l'écrasante majorité de la population mondiale par une poignée de pays avancés. Et le capital financier, par le biais de l'État et de sa politique étrangère, va s'assurer que ces investissements soient à son avantage. Et les impérialistes vont se servir des outils de l'État comme la diplomatie ou la guerre, s'il le faut, pour imposer leurs intérêts, pour imposer des conditions d'échange, d'investissement, de prêts, de production qui soient à leur avantage, ou en exigeant que les pays qui dominent gardent la main-d'œuvre bon marché, qui répriment le mouvement ouvrier, etc. Ils sont prêts à renverser les gouvernements qui n'agissent pas dans leurs intérêts, comme on l'a vu dans une longue liste d'exemples à travers le 20e siècle. Les États-Unis sont célèbres pour avoir fait nombre de coups d'État contre des gens qui allaient contre leurs intérêts, qu'on pense au coup d'État sur Allende par les États-Unis après la nationalisation du cuivre, par exemple. Et l'oligarchie financière, donc avec l'aide de l'État, pour résumer, elle suce le sang des pays pauvres et elle s'enrichit, comme disait Lénine, par la tonte des coupons. Et donc, pour résumer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, à l'époque de l'impérialisme, on voit émerger d'énormes monopoles et ces monopoles cherchent à dépasser les barrières nationales en exportant leurs capitaux et ils vont exploiter les pays pauvres. Et donc, ils s'étendent sur la planète comme des tentacules amenant le capitalisme dans tous les recoins du globe. Et ça va s'accélérer au début du 20e siècle avec la montée en puissance des monopoles et cartels français, anglais, allemands, belges, italiens. Et ces pays-là se sont lancés dans une véritable course pour conquérir le monde, pour prendre contrôle des occasions d'investissement, des marchés, de la main-d'œuvre pas chère, etc., des ressources naturelles, des zones d'influence. Et ce qui a commencé comme monopole dans leur propre pays, se sont partagés le monde pour étendre les monopoles sur toute la planète. Et s'est formé des cartels mondiaux pour fixer les prix, pour répartir les marchés sur le plan géographique. Et les impérialistes se sont littéralement assis à une table, ont pris une carte et un crayon, ils sont divisés le monde. C'est pour ça que la carte de l'Afrique est aussi tranchée et droite, sans égard aux gens qui vivaient là, sans égard au fait qu'ils divisaient des peuples entiers, des groupes ethniques ou linguistiques. Et rendu au début du 20e siècle, le partage du monde était terminé. Virtuellement toute la planète avait été divisée entre puissances impérialistes selon leur rapport de force. Comme le dit Lénine, pour la première fois, le monde se trouve entièrement partagé, si bien qu'à l'avenir, il pourra uniquement être question de nouveaux partages, c'est-à-dire du partage d'un possesseur à un autre et non de la prise de possession de territoires sans maître. Mais tout comme le partage du monde s'est fait sur la base de rapports de force entre impérialistes, les changements dans les rapports de force devaient entraîner un repartage du monde. Et c'est ça qu'on va voir avec la Première Guerre mondiale, alors que l'Allemagne, qui était arrivée en retard au capitalisme par rapport à l'Angleterre et la France, est d'avis que sa part du butin de l'impérialisme ne correspond pas à sa puissance réelle. Et donc, elle va entrer dans cette guerre-là dans le but en fait, c'est une lutte entre des bandits impérialistes, pour se diviser le monde, pour se rediviser le monde. L'Allemagne essaye d'avoir une plus grosse part du butin, essentiellement. Et les autres bandits impérialistes vont se battre pour garder leur part du butin. Et littéralement, en 1916, avec la signature des accords de Sykes-Picot entre les Anglais et les Français, ils prévoient déjà comment ils allaient se diviser le monde. Ils allaient se diviser les colonies au sortir de la Première Guerre mondiale, quand ils allaient gagner. Par exemple, les Anglais prennent la Palestine, prennent l'Irak, prennent l'Égypte, alors que les Français prennent la Syrie, prennent le Liban, etc. Donc, on voit que l'impérialisme, c'est pas... c'est ça, pour résumer un peu ce qu'on a vu sur le plan économique, on voit que l'impérialisme, c'est pas simplement la conquête, c'est pas le pillage, c'est plus profond que ça.
Tout ça, c'est juste des formes que l'impérialisme a pris, mais ça ne forme pas l'essence. On va aller à la définition que Lénine fait de l'impérialisme, mais avec la mise en garde que toute définition est par sa nature même limitée et englobe pas toutes les subtilités et contradictions d'un phénomène vivant et en évolution. Mais il en vient à une définition un peu plus longue. Il dit l'impérialisme et le capitalisme arrivé à un stade de développement où s'est affirmée la domination des monopoles et du capital financier, où l'exportation des capitaux a acquis une importance de premier plan et où le partage du monde a commencé entre les trusts internationaux et où s'est achevé le partage de tout le territoire du globe entre les grands pays capitalistes. Et donc, ce qui est crucial avec l'impérialisme, c'est que le capital financier cherche à se reproduire en allant chercher des profits comme il le peut, où il le peut. Parfois, ça peut prendre la forme de conquête, mais pas seulement. Et voilà pourquoi il est important de comprendre le caractère particulier de l'impérialisme moderne. En fait, la forme est secondaire. Il y a différentes formes de domination impérialiste. Je vais citer Lénine ici. Il dit « Cette époque n'est pas seulement caractérisée par les deux groupes principaux de pays possesseurs de colonies et pays coloniaux, mais encore par des formes variées de pays dépendants qui, nominalement, jouissent de l'indépendance politique, mais qui, en réalité, sont pris dans les filets d'une dépendance financière et diplomatique. » C'est particulièrement important à comprendre considérant la vague de décolonisation qu'il y a eu en Afrique et ailleurs après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a plein de pays qui ont obtenu formellement leur indépendance, mais qui sont restés sous la botte de l'impérialisme par différents moyens de domination. Un des exemples les plus clairs, c'est la fameuse France-Afrique, qui est un système par lequel la France a gardé une dizaine d'anciennes colonies africaines sous sa botte. Donc, c'est des pays qui ont obtenu formellement leur indépendance, mais en pratique, la France a gardé le contrôle sur ces pays-là par toutes sortes d'alliances militaires dans son avantage ou en contrôlant surtout leurs réserves monétaires. C'est notamment un des trucs qui est important en ce moment en Afrique, où est-ce qu'il y a des pays qui sont en train de se tourner contre la France-Afrique, qui sont en train de se tourner plutôt vers d'autres puissances comme la Russie, comme les Émirats arabes unis, la Chine. On voit aussi que l'impérialisme, ce n'est pas simplement une politique. Il n'y a pas des États capitalistes qui choisissent de mener des politiques impérialistes et d'autres qui choisissent de ne pas en mener. L'impérialisme, c'est un phénomène économique dû à la dynamique du capital qui cherche nécessairement à se reproduire, qui va toujours s'étendre et dépasser les frontières nationales et chercher à exploiter à l'étranger. Pour y arriver, il va nécessairement se servir de l'État pour défendre ses intérêts, pour imposer ses intérêts sur les pays plus faibles. Donc, la seule différence entre États capitalistes est s'ils sont assez puissants ou non pour être impérialistes. Si leur bourgeoisie nationale a accumulé assez de capitaux pour acquérir une indépendance par rapport aux plus gros impérialistes et aller eux-mêmes exporter leurs capitaux. Et donc, c'est même possible, en fait, pour des pays d'être à la fois opprimés et oppresseurs, à la fois l'objet d'un impérialisme plus gros et eux-mêmes avoir une politique impérialiste. Par exemple, on peut penser au Brésil ou à la Chine ou à l'Inde. La Chine qui est définitivement une puissance impérialiste, mais qui elle-même a ses travailleurs qui sont exploités, par exemple, dans la zone de Shenzhen par les impérialistes américains et les gros monopoles de la tech. Donc, c'est ça, c'est possible d'être à la fois exploité et exploiteur. Donc, qu'en est-il de l'impérialisme aujourd'hui? Parce qu'il y a une transformation des relations entre les puissances, entre les États aujourd'hui, puis ça amène des bouleversements importants. Il y avait un article du 9 mai de The Economist qui s'intitulait « The liberal international order is slowly coming apart ». L'ordre libéral international est en train de se défaire lentement. Et je vais le citer. L'article dit « Depuis des années, l'ordre qui régit l'économie mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale s'érode. Aujourd'hui, il est proche de l'effondrement. Un nombre inquiétant de facteurs pourrait déclencher une descente dans l'anarchie où la force fait loi
et où les grandes puissances ont de nouveaux recours à la guerre. Même s'il ne se produit pas de guerre, l'effet sur l'économie d'un effondrement des normes pourrait être rapide et brutal. Je pense que c'est assez vrai. Bon, nous, on mettrait le petit bémol que l'ordre d'après-guerre était aussi la loi du plus fort. Et il y a eu amplement de guerres après la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y avait un pays qui était bien plus fort et capable de faire la loi, c'était les États-Unis. Parce que c'est ça, si on peut parler un petit peu de l'ordre d'après-guerre. Comme je disais, les changements dans les rapports de force entre les impérialistes finissent par entraîner un repartage du monde. Et c'est ce qu'on a vu avec la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un tel repartage du monde. L'Allemagne avait essayé d'obtenir encore une fois une plus grande part du gâteau impérialiste, mais elle avait été battue. Et c'est les États-Unis qui sont sortis les grands gagnants de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont remplacé en fait l'Angleterre comme première puissance mondiale. Et déjà, c'était quelque chose qui se voyait à partir des années 20-30, la montée des États-Unis comme nouvelle puissance mondiale. Même dans les années 30 ou les années 20, je ne me souviens plus, Trotsky prédisait il disait que c'était possible qu'il y ait une guerre mondiale, une guerre entre les États-Unis et l'Angleterre, en fait. L'histoire s'est déroulée autrement, mais c'était une possibilité. Et donc, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont une hégémonie massive. Ça représente 50% du PIB mondial. Les États-Unis étaient de loin la plus grande force militaire avec des bases un peu partout sur la planète, avec une flotte militaire massive qui, en fait, faisait la police des mers. Le commerce mondial était en pratique assuré par la marine militaire américaine. Et en ce moment, c'est en train d'avoir d'ailleurs des conséquences. Le fait que la marine américaine est vraiment en train de se défaire, c'est ça qui est derrière notamment l'émergence de plus en plus de piraterie. Et les États-Unis aussi avaient un réseau d'alliances qui permettait d'assurer leurs intérêts. Même l'Europe était extrêmement dépendante économiquement des États-Unis, alors que le plan Marshall, c'était des prêts massifs qui avaient été accordés à l'Europe pour la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale, mais ils avaient été forcés d'acheter aux États-Unis. Et donc, les États-Unis représentaient une énorme partie de la production mondiale. Ils étaient en avance sur le plan technologique, tout ça. Donc, tout l'ordre économique d'après-guerre est dominé par les États-Unis et ils vont s'en servir pour établir des institutions internationales à leur avantage, comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, donc qui sont des espèces d'usuriers, de loan sharks au service des États-Unis, le système économique d'après-guerre de Bretton Woods, où est-ce qu'il va y avoir le système du dollar, où est-ce que le commerce mondial est fait en dollars américaines, donc ce qui donne énormément d'avantages aux États-Unis, alors qu'ils possèdent les réserves mondiales de dollars. Et donc, les États-Unis étaient vraiment capables d'imposer leur volonté. Mais aujourd'hui, l'ordre d'après-guerre est tout à fait en train d'être bouleversé. Et le fait le plus important là-dedans, c'est évidemment la montée de la Chine et le déclin des États-Unis. Par exemple, les États-Unis représentent aujourd'hui 25% environ du PIB mondial et la Chine n'est pas si loin derrière, à 18%. C'est maintenant la Chine qui a la plus grosse marine mondiale, détrônant les États-Unis. Ça ne veut pas dire que les États-Unis ne sont pas la première puissance. Ils sont quand même de loin la première puissance mondiale. Ils ont des bases militaires un peu partout sur la planète, alors que la Chine, elle a juste une base militaire à l'étranger, au Djibouti, mais en fait, maintenant deux, apparemment qu'il y en a une deuxième qui vient d'ouvrir au Cambodge, mais ça reste très loin je pense, une centaine, quelque chose comme ça, de bases militaires américaines. Mais on voit le déclin des Américains, par exemple, dans une série de défaites militaires humiliantes dans la dernière période, par exemple en Afghanistan, en Irak, en Syrie. Ils n'ont plus le juice qu'ils avaient auparavant. La doctrine militaire américaine dans l'après-guerre, c'était que les États-Unis devaient être capables de mener deux guerres majeures en même temps. Donc, deux guerres sur deux théâtres différents.
Donc, un au Moyen-Orient, en mer de Chine, par exemple. Aujourd'hui, ils n'osent même plus s'aventurer dans un seul conflit majeur. Ils essaient à tout prix de prévenir l'explosion d'une autre guerre au Moyen-Orient et ils essaient de conclure le conflit en Ukraine avant que quelque chose d'autre n'éclate autour de Taïwan. Ils seraient vraiment en mauvaise posture si ça éclatait en mer de Chine avant que le conflit en Ukraine soit terminé. D'ailleurs, en Ukraine, on voit qu'ils n'osent pas intervenir directement. Ils sont en train de se faire humilier, alors que là, c'est assez confirmé que la Russie est en train de gagner la guerre. Au début, leur objectif dans la guerre en Ukraine, c'est d'isoler la Russie, de la provoquer à entrer dans une guerre humiliante et coûteuse, une espèce d'Afghanistan pour la Russie, parce que les États-Unis, voyant la montée de la Russie et leur propre déclin, ils essayaient de jouer une whack-a-mole, essayer d'écraser ceux qui émergent, mais ça s'est retourné contre eux, en fait. Ah oui, ils avaient aussi comme objectif de rompre les liens croissants entre la Russie et l'Europe de l'Ouest, aussi dans le but d'affaiblir l'Europe de l'Ouest qui commençait d'affaiblir l'Europe, qui devenait aussi trop dépendant à leur goût du pétrole russe. Mais c'est en train d'avoir l'effet inverse. L'OTAN, en fait, est assez isolé dans sa lutte contre la Russie. En fait, de nombreux alliés traditionnels des États-Unis ne soutiennent pas l'Ukraine, comme l'Arabie saoudite. Même, c'est vraiment pathétique. Israël ne soutient même pas l'Ukraine. La Colombie, le Mexique, l'Afrique du Sud, le Brésil, tout ça, des alliés traditionnels des États-Unis. Ils ont effectivement réussi à couper les liens entre l'Europe de l'Ouest et la Russie, mais ça a surtout renforcé les liens entre la Russie et une série d'acteurs importants comme l'Inde, la Turquie, l'Iran et surtout la Chine. Aujourd'hui, le marché russe est inondé de produits chinois et on voit quelque chose de similaire si vous êtes allé en Asie dans les dernières années, si vous allez par exemple au Vietnam ou en Thaïlande, c'est un truc les gens parlent beaucoup. Comment les Chinois achètent plein de compagnies, bâtissent des usines partout. Et c'est la même chose en Russie. Ça est un shift assez rapide. Et donc, il y a cette idée aussi que, bon, quand on parle de la Chine, que la Chine ne serait pas impérialiste. Mais la Chine n'est pas en train de conquérir des pays, ne fait pas des coups d'État ici et là. C'est pas comme les États-Unis. Hein. C'est un peu risible comme idée. Encore une fois, ce qui compte, c'est de comprendre le contenu de l'impérialisme et non sa forme. C'est ça, c'est pas parce que la Chine n'a pas encore utilisé de méthodes musclées comme les États-Unis pour imposer sa volonté qu'elle n'est pas impérialiste et ça ne veut pas dire non plus qu'elle ne va pas y avoir recours. Aujourd'hui, si tu prends la liste Forbes des 2000 plus grosses entreprises sur la planète, il y en a 611 qui viennent des États-Unis et il y en a 346 qui viennent de Chine. Et ce qui compte ici, c'est la tendance. Chaque année, la place occupée par les compagnies chinoises grandit et celle des États-Unis descend. Et ces méga-entreprises chinoises ont la même tendance à la conquête de nouveaux marchés, de nouvelles avenues d'investissement, à l'exportation de capitaux que les entreprises américaines. L'impérialisme chinois prend une place toujours grandissante sur la scène mondiale. Par exemple, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de nombreux pays d'Amérique du Sud et le deuxième partenaire commercial de la quasi-totalité de l'Amérique latine et des Caraïbes. En Afrique aussi, la Chine a maintenant des troupes, exploite des mines, a commencé à s'insérer dans le tissu d'alliances de la diplomatie secrète. Et aussi, une autre affaire, je parlais du rôle des prêts, de la dette comme façon d'exporter des capitaux et d'asservir des pays. Mais la Chine est aujourd'hui le plus gros prêteur sur la planète, possède la majorité de la dette souveraine, particulièrement des pays pauvres, donc la dette des États. Et on voit, par exemple, avec le cas du Sri Lanka, où est-ce que le Sri Lanka était incapable de rembourser sa dette à la Chine, et la Chine lui a tordu le bras, forcé essentiellement à lui prêter le port de Colombo, pour 99 ans, en échange d'annuler une partie de sa dette. Donc, si ce n'est pas de l'impérialisme, je ne sais pas, c'est quoi?
Et la Chine n'agit pas réellement différemment des impérialistes occidentaux quand il s'agit de la dette. Donc, tout ça, c'est pas pour dire que la Chine est en train de remplacer les États-Unis comme première puissance mondiale, mais on assiste à un repartage du monde. Et c'est ça qui mène à toutes sortes d'explosions, un peu comme les tremblements de terre qui sont provoqués par des mouvements des plaques tectoniques qui se frottent, ce qui provoque parfois des explosions à la surface, des explosions volcaniques, des tremblements de terre. Bien, les conflits et les guerres sont l'expression des mouvements souterrains dans les rapports entre les blocs impérialistes, dans les frictions entre les blocs impérialistes. Et c'est ça, les rapports de force entre les impérialistes sont en train de changer. Au début des années 90, les 10 plus grandes économies émergentes représentaient 12 de la production mondiale. Donc, les économies émergentes, des nouveaux pays capitalistes, bien, qui représentaient 12 de la production mondiale. Aujourd'hui, elles représentent environ un tiers de la production mondiale. Donc, leur poids économique est en train de monter massivement. Et donc, ça leur permet d'être plus agressifs, d'essayer d'avoir une plus grosse part du gâteau. Et pendant ce temps-là, les anciens maîtres du monde, les États-Unis et leurs alliés occidentaux, cherchent à s'accrocher à leur part du butin de l'impérialisme. Et c'est ça qu'on voit, par exemple, avec les conflits en Afrique. Comme j'ai dit, la France perd son contrôle, pas seulement la France, mais les États-Unis, le Canada aussi. Et donc, on a vu une série de coups d'État contre les anciens maîtres de l'Afrique, dans des pays comme le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Et il y a des nouveaux acteurs qui prennent leur place, comme la Russie, la Chine, les Émirats arabes unis. La Chine, maintenant, offre l'entraînement à la police de 3/4 des pays d'Afrique. Et se sert de ça pour s'insérer un peu dans ces pays-là. Les Émirats arabes unis ont 110 milliards d'investissements en Afrique et ils ont appuyé le gouvernement éthiopien dans la guerre civile contre les rebelles du Tigré et dans la guerre civile au Soudan en ce moment. Ils soutiennent les forces de soutien rapide contre les pays d'Occident qui soutiennent le gouvernement. On voit aussi une course à l'armement. Je n'ai pas vraiment le temps d'en parler, cette course à l'armement, mais il y a, les dépenses militaires à travers le monde ont augmenté de 7 l'an dernier, ce qui est la hausse la plus rapide en 15 ans. On voit aussi une montée des guerres commerciales. Il ne faut pas le temps d'en parler, mais il y a des blocs commerciaux qui émergent. Il y a un recul de la mondialisation avec une guerre de subventions. Par exemple, avec le Inflation Reduction Act de Biden, où est-ce que les différents pays se battent pour obtenir l'avantage dans les technologies critiques d'avant-garde, comme les micropuces, les batteries, les véhicules électriques, et donc s'imposent mutuellement des barrières commerciales ou interdisent la vente de certains composants stratégiques. Et c'est notamment ça qui se trouve derrière le conflit autour de Taïwan, alors que Taïwan, c'est là que se trouve la plus importante production de puces électroniques sur la planète. Et pas juste des guerres commerciales, mais on va voir des guerres régionales, des petites guerres émerger de plus en plus. Est-ce que ça va culminer dans une guerre mondiale? Pour l'instant, c'est pas ça qu'on peut prévoir, je pense, pour plusieurs facteurs, notamment en raison de la présence de l'arme nucléaire, qui est un énorme qui est très dissuasif, parce que c'est trop dangereux de déclencher une guerre directe, mais aussi en raison de la faiblesse politique des gouvernements, l'instabilité qui règne dans plein de pays. On le voit aux États-Unis, on le voit en France, par exemple. Instituer une mobilisation générale serait trop dangereux sur le plan politique, notamment en raison du poids de la classe ouvrière qui est très, très élevé. Mais ça n'empêche pas, c'est ça, plus de petites guerres par acteurs interposés. Bon, maintenant, pour terminer, pour conclure cette présentation, qu'est-ce qu'on doit tirer de tout cela? C'est ça. La question de l'impérialisme acquiert une importance grandissante à notre époque. Et donc, il faut être capable de comprendre, d'expliquer la situation par l'évolution dans les changements dans la situation sur le fond, les changements économiques de fond, et pas adopter une approche empiriste qui voit juste la surface des phénomènes, qui voit sûrement, comme sur la question de la Chine, où est-ce que certains s'imaginent qu'ils n'utilisent pas les mêmes méthodes
violente, par exemple, que les États-Unis, alors que ce n'est pas de l'impérialisme. L'impérialisme, c'est un produit inévitable du capitalisme. Et on ne peut pas s'imaginer que la Russie ou la Chine ne sont pas impérialistes, parce que ça ferait juste semer des illusions dans telle ou telle puissance impérialiste. Tout ça étant dit, les États-Unis et leurs alliés, comme le Canada, restent la principale force impérialiste sur la planète. Et pour nous, c'est important parce que l'ennemi est à la maison. Hein? Notre tâche, c'est de lutter contre notre propre impérialisme. Il appartient aux travailleurs chinois de lutter contre leur propre impérialisme, mais nous, ça nous appartient de lutter contre notre propre classe dirigeante. Et au bout du compte, il n'y aura pas de fin aux guerres, à l'exploitation des pays pauvres, tout ça, sans un renversement du capitalisme, qui est le phénomène qui est à la base de l'impérialisme, qui est le système économique qui sous-tend l'impérialisme, qui donc crée toutes ces guerres et tous ces conflits. Et toute cette instabilité-là, tous ces conflits-là, ça va avoir un effet important dans la période à venir, un effet d'instabilité, un effet ça va rendre beaucoup plus difficile à gouverner pour la classe dirigeante et ça va créer des conflits ouverts au sein des classes dirigeantes sur comment réagir à ces transformations-là. Par exemple, on l'a vu avec la crise du Brexit. En France, la question du membership de l'Union européenne qui crée une division au sein de la classe dirigeante avec le RN et tout ça. Ou au sein de la classe dirigeante américaine, le conflit sur c'est qui l'ennemi principal? Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est la Russie? Quoi faire là-dessus? Est-ce qu'ils doivent se retirer de la scène mondiale ou continuer à intervenir? Tout ça. Aussi, les guerres commerciales et les guerres vont augmenter le coût de la vie. Et tout ça, ça va avoir un effet radicalisant sur les consciences des travailleurs. Ça va encore davantage nourrir, c'est ça, les sentiments révolutionnaires au sein de la classe ouvrière. Et bien, ça, c'est les germes de la révolution, donc qui sont contenus dans ces transformations, ces explosions sur la scène mondiale. Donc, nous, bien, il faut nous y préparer en comprenant ces développements-là, en les étudiant, encore une fois, aller lire l'impérialisme de Lénine. Il faut se préparer en bâtissant le Parti communiste révolutionnaire pour intervenir quand ces explosions-là vont survenir.